Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo du mercredi, donc une vidéo de fond, une vidéo d'analyse, un peu plus longue que les vidéos habituelles du lundi qui sont plutôt des commentaires d'actualité. La vie politique d'une nation peut être racontée comme une succession de méprises, de mirages ou de fausses vérités. La France n'y échappe pas. À mon avis, la fausse vérité du moment en France est le prétendu retour ou la prétendue hégémonie de la droite et des idées de droite. Je pense que tout le monde, enfin la plupart des observateurs se trompent, en tout cas des observateurs autorisés. Ce n'est pas parce que Zemmour tient un créneau en prime time sur CNews tous les soirs, du lundi au jeudi, que la droite va décrocher le pouvoir en 2022. À mon humble avis, en 2022, M. Macron sera réélu. En tout cas, je vois très mal une personnalité de droite prendre le pouvoir en 2022, puisque la droite n'a pas fait, à mon humble avis, ses devoirs. Elle n'est pas prête à prendre le pouvoir, et pour être tout à fait sincère, elle ne le mérite pas. Les Français ne la trouvent pas, ne l'estiment pas légitime pour prendre le pouvoir. Parce que même si on dit que M. Macron en 2017 a été élu par une minorité des électeurs, que le premier parti de France est l'abstention, même l'abstention est un consentement. Les gens qui ont laissé la bourgeoisie française élire M. Macron en 2017, eh bien, ils l'ont estimé suffisamment légitime pour qu'il occupe le pouvoir. Même s'il crachait sur sa photo, il l'estimait légitime. Sinon, les gens auraient fait de la désobéissance civile et ils auraient manifesté comme ont fait les Gilets jaunes quelques mois plus tard. Alors, donc le but de cette vidéo, c'est de comprendre quels sont ces blocages de la droite française, quels sont ces problèmes. Pour être un peu polémique, la question de fond, on pourrait la résumer ainsi. Quelles sont les maladies de la droite française? Alors, elles sont de plusieurs ordres, notamment, moi je vois de trois principaux ordres. Le premier ordre, c'est l'idéologie. Ensuite vient la manière d'être, la manière de se comporter, on va dire les attitudes. Et enfin, les méthodes ou les tactiques. Alors, je précise en introduction, ne voyez aucune arrogance de ma part. Ce n'est pas parce que je pointe les maladies de la droite que je suis plus intelligent ou plus malin qu'un autre. Étant moi-même de droite, je m'estime en droit d'alerter les gens de droite, mon camp idéologique, pour leur dire qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux pour arriver au pouvoir. Alors, la principale maladie, en tout cas la principale, on peut dire comme ça, elle est d'ordre idéologique. Et je l'ai compris il n'y a pas longtemps en lisant une interview du député Les Républicains du Lot, je crois, M. Pradier, qui disait que ainsi, je ne me rappelle pas très bien, mais le verbatim doit être la chose suivante: je me contrefous de la métapolitique. Voilà, donc on peut commencer par ça. Vous avez un député à droite française, LR, qui vous dit qu'il se contrefout de la politique, de la métapolitique. Et moi, ça a agi sur moi comme un tilt, parce que je me suis dit, c'est ça le problème, ou un des principaux problèmes. La droite française n'a pas encore compris ce qui lui est arrivé. La droite française n'a pas compris qu'elle vient de subir, ou qu'elle subit un Trafalgar permanent. C'est une débâcle de 1940 tous les jours qui se passe à droite. Et les gens de droite, les leaders, les dirigeants autorisés, ne l'ont pas compris. Ils croient qu'ils jouent dans un environnement démocratique, où chacun a sa chance, où ils sont encore un parti de gouvernement, où il peut y avoir une alternance. Or, il ne peut plus y avoir d'alternance en France. Je pèse mes mots, il ne peut plus y avoir d'alternance en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe occidentale, notamment l'Allemagne. Regardez les difficultés pour avoir une alternance aux États-Unis avec M. Trump, la bataille qu'il mène, enfin les coups qu'il prend tous les jours. Regardez les difficultés de M. Johnson au Royaume-Uni. Et en France, c'est la même chose. Il ne peut plus y avoir d'alternance puisque la droite a tout perdu. C'est Trafalgar. Elle a perdu la faculté, elle a perdu tous les médias. Tous les médias sont passés à gauche, notamment les médias de l'audiovisuel public, sont payés par tous les Français. Les entreprises, le CAC 40 est passé à gauche. Il faut lire les rapports du CAC 40. Vous avez l'impression qu'ils ont été commandés chez Greta. L'impression que Greta ou son équipe ont écrit ces rapports-là. C'est toujours le même mantra que vous connaissez tous: réchauffement climatique, transition verte, diversité, empowerment pour parler en franglais, inclusion. Voilà. La droite a tout perdu. Elle a perdu tous les champs qui ont valu la peine, tous les lieux d'influence. Donc, même si la droite, j'y crois pas, mais même si elle gagne en 2022 ou en 2027, elle ne pourra pas gouverner, parce qu'elle ne détient pas les lieux de pouvoir. Elle ne détient pas la métapolitique. Tout ce qui est métapolitique est passé radicalement à gauche.
Ça s'est passé lors des années 80, pendant les années 90, j'ai écrit sur le sujet. Peu importe, aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ça, mais ce qui est important, c'est que la droite, elle n'a pas compris dans quel écosystème elle évolue. Cet écosystème, il est fondamentalement hostile à l'alternance. Il ne peut accepter qu'une alternance entre les sociodémocrates progressistes et des libéraux progressistes. D'accord? Donc c'est un système qui ne mérite pas, à mon avis, d'être nommé démocratique. On n'est pas dans une dictature non plus, on n'est pas dans un régime autoritaire, mais on n'est certainement pas dans un régime démocratique où il y a une alternance. J'ai oublié de parler de la magistrature, des cours européens des droits de l'homme et de toutes les cours supérieures européennes, ou même du Conseil d'État. Ce sont des organes qui sont au service de la gauche, des idées de gauche. Donc la droite, il faut qu'elle comprenne ça. Et je pense que c'est son principal problème. Elle agit comme si, comment on dit en anglais, business as usual. Or le business, il est plus usuel. Hein. On est en mode guerre, on est en mode guérilla en fait. La droite a perdu toutes les batailles qui ont valu la peine. Regardez Sarkozy, hein, il a gouverné un mandat. Sur ce mandat-là de 5 ans, je pense qu'il était 6 mois à droite. Allez, 9 mois à droite. Tout de suite, après, il est devenu Carla Browniste, si vous me permettez le jeu de mots. Et puis, c'était fini. Enfin, même les premiers mois de Sarkozy, je m'en rappelle maintenant, c'était l'ouverture. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui se fait élire comme étant de droite décomplexé, il n'arrive pas à faire son premier gouvernement en plein état de grâce, il n'arrive pas à faire ce premier gouvernement sans appeler des cadres de la gauche, notamment Kouchner. Alors, Kouchner, c'est pas la gauche technocratique, énarque ou la haute fonction publique. C'est pas Delors, Kouchner, c'est la vraie gauche progressiste. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, premier point, je vous ai dit, le principal problème est un problème idéologique. En tête arrive cette espèce d'aliénation de la droite. C'est un problème à la limite même cognitif pour moi. Les grands leaders de droite n'ont pas compris dans quel monde ils sont. Une conclusion peut-être à provisoire, c'est est-ce qu'ils sont encore de droite? Ben, je me pose la question, peut-être qu'ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés à rue de Vaugirard chez les Républicains et puis ils ont pris le contrôle du parti. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que ce sont des gens de gauche qui sont perdus à droite. Alors, donc je tire mon chapeau à Macron parce qu'il a obligé une bonne partie d'entre eux à faire leur aggiornamento et leur mise à jour. Le régime de Macron, le mandat Macron, le premier mandat Macron, c'est un mandat de mise à jour. Les gens, c'est comme une mise à jour logicielle. On a mis à jour la politique française et on a compris finalement qu'à droite, ils étaient tous progressistes. Enfin tous. Une grande partie, ou tous ceux qui étaient dans des positions éligibles et en association, en grande partie sont progressistes. Voilà, donc premier point. Toujours dans les problèmes idéologiques, il y a une espèce de... Je vous parlais du déni, ben on peut prolonger cette métaphore du déni au déni de la sociologie française. La droite n'a pas compris que la France n'est plus un pays, n'est plus un pays homogène, n'est plus un pays uniforme. La France est devenue un pays multiconfessionnel, multiethnique. On peut regretter le passé, évidemment, ça c'est pas mon propos aujourd'hui, mais il faut regarder la sociologie française telle qu'elle est. C'est quand même incroyable, avec toute la science moderne que nous avons, la transparence des données de l'INSEE, Wikipédia et je ne sais quoi, c'est qu'on en soit encore à faire des croix, à nous interdire de regarder des chiffres. Enfin, je ne sais pas, sortir dans Paris, vous allez voir dans n'importe quel coin de France, même à Nancy, à Metz, vous voyez le changement vous voyez le pays est devenu multiethnique. Donc, dans cet aspect multiethnique, il y a un fait musulman, il y a une question musulmane, moi j'appelle ça une évidence islamique ou musulmane en France. D'accord? Une civilisation musulmane a été transposée en France. C'est comme ça, encore une fois, j'ai beaucoup de réserves sur ce qui s'est passé pendant les dernières 40 années, les précédentes décennies, là, depuis les années 60 en France, cette immigration de masse, mais elle a eu lieu, c'est le réel. Cette immigration de masse qui a créé un fait musulman, une évidence musulmane en France, on parle de plusieurs millions de musulmans en France, elle a servi la gauche. Elle a été provoquée en grande partie par la gauche, qui est tout sauf bête et imbécile. Loin de là, la gauche a amené les migrants en France, notamment des migrants maghrébins. Elle l'a fait parce qu'elle voulait leur vote. Elle ne l'a pas fait pour leurs beaux yeux, par humanisme. Parce que personne ne peut souhaiter à son prochain de passer un hiver sous le périphérique parisien. Personne ne peut souhaiter à son prochain de passer ne serait-ce qu'une nuit à la Belle Étoile dans la jungle de Calais, ou de servir un patron véreux de la restauration qui se sert de vous comme un illégal et qui vous parle mal et qui ne vous fait pas un contrat.
Personne, ça c'est pas l'humanisme, ceux qui font ça, ceux qui défendent cette immigration-là, c'est-à-dire la gauche depuis 40 ans, ceux qui font ça, 40 ans en plus même, ceux qui font ça ne sont pas humanistes, ils sont cyniques. Ils veulent les voix des immigrés parce que une fois qu'ils sont régularisés, ou même leurs enfants qui naissent en France, ils ont tendance à voter à gauche pour plein de raisons. Notamment une peur du renvoi, il y a un fantasme du renvoi, en croyant que si la droite arrivait au pouvoir, elle renverrait les immigrés, c'est un fantasme, et puis il y a une espèce de reconnaissance de gratitude. Bon, je ne rentre pas dans le détail. En tout cas, cette sociologie française qui est marquée par cette évidence musulmane, elle sert largement la gauche française. Il est temps, l'heure est venue pour la droite de s'emparer, ne serait-ce que d'une partie de ce vote musulman, qu'elle morde dans ce vote musulman, qu'elle prenne sa part légitime. Pourquoi je dis sa part légitime? Pour deux raisons. D'une part, ce vote musulman est en train de passer de la gauche vers l'abstention et les listes communautaristes, donc bientôt des listes islamistes, ça sera ça dans quelques années ou quelques mois. La deuxième raison, c'est que la droite, elle est sur la même longueur d'onde que ce vote musulman. Elle est conservatrice, en tout cas je l'espère qu'elle est encore un peu conservatrice. Or, cette question musulmane, cette diaspora musulmane, cette démographie musulmane, elle est conservatrice à un niveau caricatural. Elle est même réactionnaire. En grande partie, bien entendu. Elle est peut-être à 60, 70%, 80% contre toutes les avancées sociétales de la société française. Ben, ça devrait intéresser la droite qui a du mal à parler à ce vote musulman. Enfin, elle lui tourne le dos carrément. Elle ne sait même pas qu'elle a du mal. Elle l'ignore, elle le méprise, elle le hait, je ne sais pas. Et pourtant, elle a un terrain d'entente. En tout cas, elle a une première clé pour ouvrir cette porte qui va ouvrir le dialogue. Je ne dis pas que ce dialogue sera facile. J'ai travaillé sur le sujet, j'ai écrit un article sur le sujet, je continue à travailler sur le sujet, mais je vois déjà dans ce vote musulman deux démographies, deux sociologies. Alors déjà, il faut éviter de parler des musulmans assimilés, des gens qui ont fait HEC ou l'ENA ou Sciences Po. Ceux-là, ils votent déjà Macron. Ils sont déjà progressistes, ils sont des vainqueurs de la mondialisation, des vainqueurs du projet européen. Ils auraient voté Dominique Strauss-Kahn si M. Strauss-Kahn n'avait pas été sorti du jeu politique en 2010 ou 2011 suite à l'affaire de New York. La bonne nouvelle pour la droite, c'est que ces musulmans-là ne sont pas assez nombreux pour peser électoralement. Le gros du contingent se divise en une petite bourgeoisie d'origine maghrébine, musulmane on va dire, même si j'aime pas faire ces analogies-là. Je pense que le terme musulman et le terme maghrébin sont très insuffisants, mais bon, c'est les termes que nous avons aujourd'hui. Donc il y a une petite bourgeoisie maghrébine, et puis il y a un grand prolétariat d'origine maghrébine, voire sahélienne. Les deux sont de droite, mais ne le savent pas. C'est le boulot, c'est le job de la droite de leur apprendre qu'ils sont de droite. C'est à la droite de faire leur éducation politique et d'augmenter leur conscience politique. Pourquoi? Parce que vous avez une petite bourgeoisie musulmane qui pense, comme toutes les petites bourgeoisies, qui a peur, comme toutes les petites bourgeoisies, de la déclassification, du déclassement. Quand on a un peu de patrimoine, surtout quand on vient du bas, on a peur de retomber. Donc il y a cette peur, il y a cette angoisse du déclassement, qui est tout à fait réelle, puisque l'ascenseur social est largement, il n'est pas complètement cassé, mais il est largement entravé. Là, c'est un thème de droite de cette espèce de disparition de la classe moyenne, disparition devant cette avancée du progressisme macronien qui massacre la classe moyenne et massacre l'ascenseur social. Il n'y a pas que le massacre de la classe moyenne par le changement des conditions de travail, par la fin du syndicalisme ou l'affaiblissement des syndicats. Il y a surtout le massacre de la classe moyenne par le massacre de l'ascenseur social, dans le sens où vous avez un effondrement de l'éducation nationale. Quand même bizarre. C'est quand même surprenant. Au moment où les musulmans arrivent en France, dans des conditions d'illettrisme, d'analphabétisme qui sont lamentables, il faut dire la vérité, au moment où leurs enfants accèdent, on appelle la première, deuxième, troisième génération, au moment où les enfants accèdent à l'éducation nationale gratuite, et bien c'est à ce moment-là où l'éducation nationale se décide à s'effondrer. C'est bizarre quand même. Je ne crie pas au complot, mais je dis quand même c'est une coïncidence fâcheuse de voir que l'éducation nationale française, elle trahit ces nouveaux Français, puisqu'elle abandonne l'excellence, la méritocratie, elle distribue le bac comme on distribue des petits pains,
elle détruit la faculté, elle détruit le niveau universitaire, elle détruit leur conscience, elle détruit le cerveau, je n'hésite pas à le dire, elle massacre, elle déconstruit l'intelligence française au moment où il y a des millions de musulmans qui ne rêvent que d'ascenseur social et que d'arriver à la classe moyenne. C'est une fâcheuse coïncidence. Et le boulot de la droite, c'est de se connecter à cette prise de conscience. Parce que les musulmans de la classe moyenne émergente, de la petite bourgeoisie musulmane, là aussi, ils ne sont pas bêtes. Ils ont compris très bien ce qui se passe. Ils sont arrivés en France, j'allais dire, au mauvais moment. Ils savent très bien que vivre en France est une chance inouïe. C'est beaucoup mieux que de vivre au Maghreb pour plein de raisons. Mais ils savent que leurs enfants ne vont pas profiter de l'ascenseur social ou de la méritocratie. Quand je dis ascenseur social, je parle de cette méritocratie française, de cette excellence académique qui permet d'accéder à la haute fonction publique. Voilà. Parce que les gens ne veulent plus que leurs enfants soient des chauffeurs Uber. Hein. D'accord? Et ils veulent que leurs enfants soient patrons d'hôpitaux, patrons d'administration publique, CEO et autres. Or, cette chance-là, cette capacité, cette marge de manœuvre-là, est en train d'être réduite, en train de disparaître. Deuxième poule où la droite doit et peut piocher, c'est cet énorme prolétariat musulman maghrébin de France, voire sahélien, je pense au Mali notamment, au Sénégalais, qui est complètement largué, puisque lui, il est plutôt religieux, conservateur, puisqu'il vient d'arriver, il vient de débarquer en France. Il ne parle pas très bien français souvent, il est connecté à 24 sur 24 sur Facebook, sur Al Jazeera ou sur je ne sais quoi, ou sur les sites web des prêcheurs saoudiens ou syriens ou autres. Donc il ne vit pas en France, mentalement il vit encore à l'étranger. Le regroupement familial aidant, il n'oxygène pas sa mentalité puisqu'il ramène les gens de son village. Donc on alimente la même mentalité, le même bouillon de culture si vous voulez. Eh bien ce prolétariat-là, il est sonné, il est littéralement sonné. C'est comme si on lui donnait un coup de matraque sur la tête par l'ambiance libertaire qui règne en France. Vous voyez aujourd'hui ce que c'est que la France, comment on est perçu de l'étranger. On est passé de l'État-providence à l'État-casino. C'est l'État-carnaval. Parce qu'on ne sait plus quelle liberté donner. On a déjà donné toutes les allocations possibles et imaginables du monde. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt à l'honneur du peuple français et de l'État français, même si on peut en discuter, tout ça. Hein. Je ne suis pas forcément un socialiste, loin de là, mais bon, j'admets que l'État-providence a beaucoup de vertus. Mais on ne sait plus quoi donner maintenant, alors on donne des libertés. Alors le problème des libertés, c'est que quand on donne à l'un, on énerve l'autre, qui se sent floué, qui a du ressentiment, ainsi de suite. Donc chaque année, c'est une course du ressentiment qui demande des libertés, des privilèges. En fait, on est en train de créer des corporations en France avec des privilèges. Alors on en est arrivé maintenant à créer une corporation des délinquants. Une corporation des délinquants qui ont le privilège de ne pas aller en prison. Voilà. Donc vous avez le droit, j'ai vu ça quelque part, hein, vous avez le droit maintenant en France de tabasser plusieurs fois. Vous avez le droit du premier tabassage. Si vous tabassez quelqu'un en groupe de 10 ou de 15, et bien si c'est votre première fois, vous n'allez pas en prison. Vous avez le droit à un rappel à la loi. Ça s'appelle un privilège. Et vous pensez avec moi à toute cette ambiance de liberté sociétale. Pardon, il y a un hélicoptère qui passe. J'espère qu'il ne va pas se cracher près de chez moi. Mais bon, je suis un privilégié. Je vis dans un quartier aisé de Sao Paulo. Et dans mon quartier, il y a plus d'héliports et plus de points d'atterrissage d'hélicoptères que d'arrêts de bus. Il y en a 28. Donc, d'où ces petites nuisances. Donc, je reprends le fil de mon raisonnement. Donc, c'est la course à l'échalote en France. Et pour ces immigrés-là, ça les stresse, et je le comprends. Ça les stresse, puisqu'ils sont plutôt conservateurs, plutôt religieux, et ils voient un festival de liberté qui ne veut même pas s'arrêter. Ils n'ont même pas le temps de s'habituer qu'on leur dit, voilà, demain c'est la PMA pour toutes. Après, vous avez une ministre de la Santé, quand même, qui vous dit que une grand-mère peut devenir père, bah, mettez-vous dans la peau d'un Maghrébin. Même moi, qui m'estime un Marocain largement occidentalisé, voire tropicalisé, puisque je vis au Brésil, mais moi je suis abasourdi quand j'entends M. Mélenchon qui dit c'est la fin du patriarcat. Mais on a envie de lui dire à M. Mélenchon, à Mme Buzyn, mais qu'est-ce qui vous a fait ce patriarcat? Qu'est-ce qui vous a fait de mal? Il a quand même permis à la civilisation occidentale de durer 2000 ans, d'aller sur la Lune et de revenir, d'avoir la science moderne. Bien entendu, il faut le réformer, il faut l'humaniser, mais crier haro sur le patriarcat ou se gargariser à l'Assemblée nationale, comme l'a fait M. Mélenchon en disant c'est la fin du patriarcat, moi je ne vois pas en quoi c'est une avancée. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui n'a pas les codes que je maîtrise, que j'espère maîtriser.
C'est extrêmement stressant. Donc la droite a des points d'accroche avec ce vote musulman. Je vous dis, la petite bourgeoisie qui a peur du déclassement et qui est angoissée par la fin de la méritocratie, donc de l'ascenseur social. Vous avez un prolétariat complètement sonné par l'ambiance libertaire, par cette course à l'échalote des libertés. C'est là il faut s'accrocher. Bien sûr, je sais que ça peut choquer. Je sais que ça peut choquer. Mais moi, je suis plus choqué et scandalisé et attristé par les déconvenues électorales que par le fait que la droite doit faire un aggiornamento. Moi, je suis très, très sincèrement attristé de dire, ça m'écorche la bouche de dire qu'en 2022, M. Macron sera réélu. Pour moi, c'est une catastrophe pour la France. Donc, du moment que la droite ne se... Attention, moi je ne dis pas que la droite doit faire un programme islamique ou islamiste en France. Je dis tout simplement qu'il faut qu'elle résonne, enfin qu'elle comprenne d'abord qu'elle est en résonance. Elle est sur la même longueur d'onde que ces musulmans de France, qui sont, bonne nouvelle encore une fois, qui sont la majorité, l'écrasante majorité des musulmans de France, et qui sont peut-être 10 millions. D'accord ? Donc, problème idéologique. Deuxième problème, il est d'ordre, on va dire, de la manière d'être, de l'attitude, et la vie est un théâtre, et la politique est un théâtre, encore plus. Et les communications, tout est communication, tout est théâtralisé, d'éthique à la communication corporelle ou autre. Eh bien, prenons ce terme-là de communication corporelle. Quelle est la communication corporelle de la droite française? Eh bien, c'est celle du bon élève. C'est celle comme on dit en banlieue, c'est celle du bolos, c'est-à-dire de celui qui se fait lyncher, de celui qui souffre du bullying, comme on dit, j'aime pas le franglais, mais bon, c'est celui qui se fait harceler, celui qui se fait casser la gueule, ou celui à qui on vole le sandwich ou le goûter. C'est ça le casting aujourd'hui, la manière d'être de la droite. C'est le bon élève qui suit les règles édictées par la maîtresse, mais qui se fait casser la gueule en fin de journée, et qui ne se fait même pas... qui n'obtient même pas justice, puisque la maîtresse est perverse. Les règles du jeu récompensent les méchants et les violents. Qui mène la danse aujourd'hui en France? C'est celui qui parle le plus fort. Et dans la scène politique aujourd'hui en France, ceux qui parlent le plus fort sont les islamistes. Personne n'ose dire quelque chose d'intelligent au sujet de l'islam. Personne, plus personne. Les islamistes ont obtenu la censure totale. Et puis, ce sont les progressistes. Alors les progressistes, ils n'explosent pas des bombes, ils n'ont pas de kalachnikov, mais ils ont des kalachnikovs beaucoup plus fortes que celles des islamistes. C'est des kalachnikovs du service public. Ils ont une liste noire, comme disait un journaliste que je ne vais pas citer, il disait qu'il y a des cerveaux malades, ou des esprits malades. Voilà. Donc ça s'appelle la mort sociale. Ils ont une liste, ils n'invitent pas les gens à parler, comment dire en anglais, encore une fois, ils les blacklistent d'un boycott. Donc face à ça, vous avez la droite qui est encore pluraliste. Alors vous allez sur les blogs de droite, les podcasts de droite, vous avez toujours quelqu'un de gauche ou de l'extrême gauche, du mouvement anarchiste qui est là, qui a le droit de parler. L'inverse n'est jamais vrai. On est rarement invité chez l'adversaire ou chez l'ennemi, sauf pour se faire tomber dans des pièges, se faire diaboliser de tous les côtés. Alors on passe 1 heure ou 2 heures à se défendre au lieu de raconter raconter l'histoire qu'on a racontée. Voilà, donc tout ça peut changer si la droite se faisait respecter. Ça veut dire une certaine dose de violence. Violence verbale, j'entends. Je ne dis pas qu'il faut monter des milices de droite ou ressusciter le SAC. Le SAC qui était le service d'action civique, qui a été utilisé par De Gaulle, himself, rien que ça. Mais bon, je n'appelle pas ça, j'appelle déjà à un peu plus de virilité, d'agressivité de la part des gens de droite, puisqu'ils sont outsiders. Comme je vous ai dit en première partie, les gens de droite n'ont pas compris qu'ils ont été expulsés. Ils ont été expulsés du ring. Ils sont en train de se battre, ils font un match de boxe avec des ombres. Dans le ring, ils ne sont plus dans le ring. Ils ont pris un KO et puis on les a jetés. Pensez à M. Trump et à l'époque où il travaillait, il faisait des apparitions dans les matchs de wrestling, comment on dit ça, vous savez, de lutte corporelle américaine. Parfois, c'est théâtralisé, bien sûr. Il donnait un coup dans un gars et puis il l'expulsait du ring, il le faisait tomber par terre. C'est ce qui est arrivé à la droite française. Et j'espère elle suivra le chemin de M. Trump et qu'elle remontera dans le ring et que ce sera elle qui donnera les coups et qui expulsera la gauche et les progressistes du ring. C'est ça le jeu politique, il est violent. On ne peut pas faire de la politique avec
en étant un ange. Hein. Les anges sont au ciel. Il faut relire Machiavel, hein. Moi je n'ai rien inventé. Machiavel, l'humanisme européen, la Renaissance. Si la politique était un jeu pour les bons élèves, bah, ça s'appellerait le management d'entreprise. Et là, en entreprise, il y a ce qu'on appelle la compliance, le respect des règles et ces choses-là. La politique est complètement d'une autre nature. Voilà, donc des problèmes d'état d'esprit, vraiment, il faut un peu plus de hargne et ne pas hésiter à, par exemple, moi je sais pas, moi je rêve du jour où les gens de droite envahiront une radio publique. Pacifiquement, mais ils perturberont, enfin je sais pas, moi ils peuvent squatter le lobby de, je sais pas moi, de France Inter. Comme le font les gens des progressistes ou les milices d'extrême gauche. Tout le monde critique. Bien sûr que moralement, c'est pas très, c'est discutable, mais tactiquement, c'est fantastique, ça coûte rien. En France, avec le laxisme pénal, vous risquez pas grand-chose, surtout si vous vous comportez bien. Hein. Je ne dis pas qu'il faut détruire le matériel ni frapper personne, mais je dis juste, voilà, c'est ce qu'on appelle un happening. Vous pouvez distribuer des pétales de roses hein, ou des fleurs dans le lobby de Radio France, mais occupez-le, montrez que vous êtes là. Et croyez-moi, les gens qui vous mènent la vie dure, qui vous mènent la guerre idéologique permanente, eh bien, commenceront à penser à vous, comme ils pensent aux islamistes avant d'écrire leurs dépêches ou d'écrire leurs éditoriaux. Encore une fois, ça m'écorche la bouche de dire ça. Moi, je suis plutôt un légitimiste, un légaliste. Mon plus grand plaisir, un de mes plus grands plaisirs dans la vie, c'est, en tout cas des plaisirs quotidiens, c'est de respecter les règles et de m'arrêter au feu rouge et d'essayer de me comporter en un bon citoyen. Mais la politique, c'est pas le code de la route. La politique, c'est pas l'entreprise. La politique, c'est complètement autre chose. Troisième type de problème de la droite, c'est de l'ordre de, comment dirais-je, c'est de l'ordre des techniques, des méthodes ou de la tactique. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que le principal problème, c'est un problème encore une fois, de compréhension de ce que c'est que la politique. La politique, c'est raconter une histoire. Donc, je viens de dire que la politique, c'est violent, c'est la guerre. D'ailleurs, von Clausewitz disait que la guerre n'était qu'une simple prolongation de la politique. Donc la politique, c'est violent, mais c'est aussi, la politique, comment dirais-je, c'est raconter une histoire. La politique, c'est un théâtre. Or, la droite ne raconte plus l'histoire. Ceux qui racontent une histoire, ou ceux qui ont raconté une histoire, ce sont les progressistes. C'est l'histoire fallacieuse, c'est la foutaise, en fait, du vivre ensemble. Nous savons tous que c'est une foutaise. La réalité le rappelle tous les jours. Il suffit de lire les faits divers français. Mais la gauche a fait le boulot. Elle a produit son histoire, son utopie. La droite n'a pas produit d'utopie. Moi, je ne comprends toujours pas quel est le projet de la droite pour la France. Populiste, souverainiste, libéral, ultralibéral, peu importe. Hein. Je ne comprends pas quel est ce projet. Parce que ce projet-là, il alterne entre les ruines, c'est-à-dire l'identité, la patrie, et les chantiers inachevés, le projet européen. Pourquoi je dis les ruines? Parce que l'identité et la patrie sont en ruine. Dans un pays multiethnique, il faut tout réinventer. On ne peut plus penser l'identité française comme l'a pensé Brodel quand il a écrit son identité française. Il l'a écrit, je ne sais pas, dans les années 60. On ne peut plus penser l'identité française comme Brodel. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Le pays a radicalement changé, les visages des gens ont changé, les goûts, les saveurs. Donc je dis, l'identité et la patrie sont des notions qui sont en ruine. On peut réinvestir les ruines et les habiter. Ok, mais il faut le faire. Ça demande du travail. Et puis il faut le dire. Quand vous allez à Rome et vous descendez dans un vieux palais de la bourgeoisie romaine du XVIIe, XVIe siècle, on vous dit bâtiment historique. Vous savez que c'est un bâtiment, un vestige qui a été réhabilité. Ok, il faut le dire. Ensuite, quand je dis la droite, les programmes de droite oscillent entre la ruine et les projets inachevés ou les chantiers inachevés, ben c'est le chantier européen. Le chantier européen, on peut le critiquer. Moi, je ne le critique pas tant que ça, que mes amis de droite, mais il est inachevé. On ne peut pas faire Schengen sans faire de police fédérale européenne ou de parquet européen. Sinon, c'est la fête pour la mafia. C'est ce qui se passe d'ailleurs. On ne peut pas faire Schengen sans frontière européenne hermétique, ou du moins une vraie frontière filtrante, pas la plaisanterie que nous avons aujourd'hui. Tout ça, il faut aller plus loin. C'est pour ça que je vous dis, le projet européen, c'est une pyramide qui est... on a fait 1 ou 2 étages, mais on n'est pas arrivé au sommet.
Donc voilà, donc même si là je m'adresse à la partie de la droite qui est plutôt libérale, européiste, mais il faut aller plus loin les gars de votre projet européen, il faut le construire, il faut montrer une ligne de fuite. Pensez à la ligne de fuite. Les progressistes ont fait une ligne de fuite qui est une foutaise, une illusion, ça s'appelle le vivre ensemble, mais c'est une ligne de fuite. Elle a le mérite d'exister, c'est une utopie. Et quand je parle de méthodologie, faut vraiment, on n'écrit pas un récit n'importe comment, surtout en politique. Un récit politique est un récit hiérarchisé, puisque les gens sont des animaux hiérarchiques. Je crois que c'est Welbeck qui a dit ça dans un de ses livres. L'homme est un animal hiérarchique. C'est-à-dire qu'ils veulent, dans chaque récit, surtout d'un récit politique, un programme politique, une utopie politique, ils veulent savoir qui sont les chefs naturels, et ils veulent leur donner le pouvoir. Les gens ne veulent pas, les gens ne sont pas passionnés de politique, ils ne veulent pas exercer le pouvoir. Ils sont passionnés par le football, la musique, le rap, l'amour, leur vie amoureuse, leur jardin, leur retraite, leurs enfants, leur famille. Ils ne s'intéressent qu'à la politique que par intermittence. Par contre, ils vivent bien et ils vivent dans le consentement quand ils savent qu'ils ont des chefs naturels, je ne dis pas leaders, je dis chefs naturels, qui s'occupent de garder la maison, comme on dit, et d'être derrière les manettes. Ces chefs naturels sont toujours et doivent être contrôlés, accompagnés, canalisés par des élites qui comprennent la technicité du pouvoir, donc la haute fonction publique, les intellectuels et autres, et des élites qui ont en ligne de mire aussi le bien commun, parce que si le chef naturel devient fou, il commence à vouloir envahir la Pologne ou je ne sais pas quoi, à bombarder la Syrie pour le simple plaisir de voir des missiles voler, eh bien il faut que les élites lui disent mon gars, non, tu fais fausse route. Donc un récit politique est un récit hiérarchisé où le peuple est à sa place, où les chefs naturels sont à leur place, accompagnés d'élites qui les canalisent et les aident à mettre en œuvre leur politique. C'est ça le récit politique. Et le rôle du peuple, c'est d'appuyer de sa force l'élan donné par en haut. D'accord? Donc ça fait penser aussi aux Gilets jaunes, c'est-à-dire que une révolte c'est bien, mais une révolte sans leader, sans chef naturel, ça ne sert pas à grand-chose. Je ferme la parenthèse, pour ne pas faire trop de digression. Voilà, donc un problème de méthodologie. Le récit de la droite, moi je ne le connais pas. D'accord, je ne le connais pas, il n'est ni fait ni à faire, donc on est entre des ruines et un chantier inachevé, et en plus il n'est pas hiérarchisé, on ne sait pas qui va faire quoi. Voilà. Quand j'entends des gens de droite dire il faut que les Français retrouvent l'estime de soi, la confiance dans l'avenir, ok c'est bien, mais il faut leur dire surtout qui va faire le boulot, qui sont leurs chefs naturels, et quelles élites vont accompagner ça. Après le peuple, il va appuyer. Le peuple, il va appuyer. C'est le boulot du peuple, c'est d'appuyer, c'est pas de commander. Alors, comme dirait le monsieur de droite que j'ai cité, le député, je m'en contrefous des critiques qui peuvent me dire ce n'est pas que je n'ai pas une vision très démocratique de la vie, mais la vie n'est pas démocratique. La démocratie a 200 ans, c'est la preuve qu'elle n'est pas naturelle. Les gens, nous sommes hiérarchiques. Notre zone de confort, et quand nous savons que les choses sérieuses sont gérées par les gens compétents et qui sont forts. Nous vivons tranquillement dans cette zone de confort-là. Nous sommes angoissés, et c'est le cas maintenant, quand nous avons l'impression, même la conviction, que les choses sérieuses ne sont pas commandées, ne sont pas contrôlées par des chefs naturels. C'est le grand malaise français aujourd'hui, c'est que les gens se rendent bien compte que leurs chefs ne sont pas des chefs naturels, ne sont pas des bons chefs. Ce sont des managers d'entreprise, des managers de business unit qui se laissent aller, et qui se laissent intimider par, je sais pas, Erdogan, Greta Thunberg quand même, Erdogan qui insulte le président de la République, enfin c'est hallucinant. Greta Thunberg qui engueule les leaders du G7, sauf Trump, si ma mémoire est bonne, à New York en septembre 2019, même hallucinant. Les gens le savent, même si ils ne connaissent pas le nom du ministre de l'Agriculture, ils savent quand même l'ambiance générale, et ils savent quand même que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, en grande partie, ne méritent pas, enfin, ce sont des seconds couteaux, voilà. Donc, je m'excuse hein, si mon discours n'est pas enjolivé, mais la vie n'est pas enjolivée, la vie est radicale. Je vous dis, la vie des sociétés, l'équilibre des sociétés, l'équilibre mental des êtres humains, bien souvent, cohabitent, se conjuguent à une société hiérarchisée où les gens, les meilleurs, les plus forts,
ceux qui méritent le pouvoir l'exercent. Alors je ne dis pas qu'il faut aller dans des régimes autoritaires, je dis juste qu'il faut raconter des récits où chacun est à sa place. Rappelez-vous de ça, chacun est à sa place et doit être à sa place. À ce moment-là, l'harmonie et la victoire deviennent possibles. Ensuite, toujours dans cette idée de récit, de méthodologie du récit, je vous ai dit qu'il faut qu'il soit hiérarchisé, mais aussi, il faut aussi que le récit parle aux émotions. Or, la droite parle souvent aux idées. On a l'impression d'écouter une réunion, enfin une conférence de presse de la Banque Centrale Européenne ou du FMI. Les gens ne veulent pas voir des PowerPoint, ni des graphiques, ni même beaucoup de chiffres. Les gens, ils veulent qu'on en parle à leur état émotionnel. C'est l'émotion qui vote, c'est pas l'esprit. C'est l'émotion qui vous pousse à abandonner un pique-nique du dimanche et à aller voter. C'est l'émotion qui vous pousse à affronter le mauvais temps un dimanche de pluie et aller voter. C'est l'émotion qui vous pousse à abandonner le PS pour voter LR. C'est l'émotion qui vous pousse à voter parfois, à changer d'avis. Ce qu'on appelle les épreuves de la vie, les traumatismes, les opportunités. Tout ça, ce sont des choses qui touchent l'émotionnel, l'aspect, les tripes. Donc, ceux qui gagnent les élections, ce sont ceux qui politisent l'émotion, qui font de l'émotion une matière première politique. Il faut bien sûr parler des idées, il faut bien sûr réfléchir, mais d'abord vient l'émotion. Je n'invente rien, Gustave Le Bon l'a dit avant moi, fin 19e siècle, les communistes, non, l'extrême gauche espagnole de Podemos l'a théorisé magnifiquement et l'applique merveilleusement bien depuis 2010. Ils sont arrivés au pouvoir. La société est un bouillon d'émotions. La société française est traversée par des émotions diverses et variées, notamment l'angoisse, la peur du déclassement, la peur de la violence gratuite. Même si les médias officiels cachent les faits divers, les gens savent très bien qui commet quoi, qui fait quoi, et ils savent très bien la sauvagerie, l'ensauvagement de la société française. Ils savent très bien qu'aujourd'hui en France, on peut perdre un œil pour un mauvais regard ou une cigarette refusée dans un bus ou même devant l'hôtel de ville de Lyon. Voilà, je ne veux pas citer de faits divers, je ne veux pas faire commerce de l'émotion facile, mais c'est la réalité. Les gens ont peur, comme je vous ai dit, de l'absence de chef naturel, ça les rend dingues. Pourquoi Trump a été élu, ou pourquoi Orban a été élu, pourquoi Salvini a été un peu au pouvoir et il risque de revenir au pouvoir, parce que c'est pas parce que les gens sont devenus d'extrême droite, c'est parce que les gens, ils veulent que le pouvoir soit exercé. Et les gens ne perdent le sommeil s'ils savent que la nation n'est pas managée, n'est pas gouvernée. Quand ils savent que ce sont les minorités, les lobbies, même les lobbies, l'armement, enfin tout ça, il ne faut pas penser seulement aux minorités actives sociétales. Quand ils savent que les chefs sont faibles et qu'ils sont à la merci des lobbies, les gens, ils sortent de leur apathie. Et ils mettent Pareil pour Bolsonaro au Brésil, il n'a pas été élu parce que les Brésiliens se sont découverts d'extrême droite. Les Brésiliens sont à 50% noirs ou métis noirs. Donc, le pays n'est pas devenu fasciste du jour au lendemain. Si vous voulez croire les journalistes français, des grands médias ou des médias officiels, vous pouvez toujours le faire. Mais moi qui vis ici, je veux vous dire, les gens ne sont pas devenus de droite, ni même ne sont pas devenus d'extrême droite, ni même de droite. Les gens, ils ont juste dit, mais attendez, le pays n'est pas gouverné, on met quelqu'un de fort qui promet de gouverner le pays. Voilà. Donc, Bolsonaro, Trump, Salvini, ils jouent sur les émotions. Vous ne les entendrez jamais parler de la courbe de l'inflation ou des statistiques de l'INSEE. Ça, on peut le réserver pour des think tanks, pour parler avec la crème de la société. Mais le vote se fait par les tripes, l'émotion. Voilà. Donc, en conclusion, encore une fois, moi, je ne veux pas être trop dur. Mais comme on dit, qui aime bien châtie bien. Moi, si j'étais l'ennemi de la droite, je lui dirais continuez comme ça. Je dirais aux députés du Lot que j'ai cité, continuez comme ça à vous contrefoutre de la métapolitique, continuez à vous enraciner localement dans les territoires et laissez les choses sérieuses à la gauche progressiste. C'est-à-dire laissez-leur les médias, la faculté, laissez-leur les thèmes sociétaux, laissez-leur les ONG, laissez-leur la justice. Mais bon, malheureusement pour moi, je suis de droite et encarté LR, donc je dois dire, je ne peux pas me mentir à moi-même. Comme disait mon père, la vie est trop courte pour se mentir à soi-même. Le grand problème de la droite, à mon avis, le déclic qu'il suffit de faire maintenant,
pour régler tous ces problèmes-là, pour commencer à les régler, c'est de se considérer comme un outsider, donc comme un insurgé. Or, la droite est la fille du système, et ça, c'est pas une critique, c'est pas une injure. La droite vient du milieu bourgeois, c'est comme ça. Or, pour la première fois, depuis longtemps, elle peut devenir populaire. Comme je vous ai dit, les complaintes de la droite, ces doléances, sont les doléances du peuple. C'est rare, c'est une chance inouïe. Maintenant, c'est la gauche française, ce sont les progressistes qui font semblant maintenant d'être populaires et qui n'y parviennent pas. Regardez les Gilets jaunes. Alors que maintenant, la droite est populaire, mais je pense qu'elle ne le comprend pas encore, qu'elle ne veut pas l'admettre, parce qu'elle vient du système, elle vient des gens privilégiés, elle vient du milieu privilégié, elle n'a pas connu la faim, elle n'a pas connu la misère, elle n'a pas connu le statut d'outsider, c'est-à-dire que quelqu'un qui doit y arriver par tous les moyens, y parvenir par tous les moyens, a toujours été introduite dans les rouages du système. Elle a toujours été parmi ceux qui écrivaient les règles du jeu. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Donc c'est une chance, comme je viens de le dire, parce que pour la première fois, elle est réellement populaire par ses aspirations et par ses angoisses, même par son programme, si elle mettait un peu du sien pour faire un programme qui parle vraiment au peuple. Et puis, il faut qu'elle s'appuie sur cette chance-là pour commencer à réfléchir comme un outsider. Parce qu'un outsider, il n'applique pas les méthodes de petits bourgeois, de bons élèves. C'est ça le vrai déclic, c'est accepter accepter de couper le cordon ombilical avec son milieu, avec le système, et jouer avec les règles du jeu des outsiders. C'est ce que font parfaitement bien les islamistes aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'il faut faire comme eux, juste regardez comment ils font. Ils sont outsiders parce qu'ils sont étrangers, ou nés à l'étranger, ou issus de parents étrangers. Ils ont importé en France des causes qui sont complètement étrangères à la cause française. L'islam politique, tout ça, ça n'a rien à voir avec la France. Même l'islam en tant que tel, comme religion, n'a rien de français. Mais ça, c'est un autre sujet. Ils ont importé ça, ils savent qu'ils sont outsiders, ils savent qu'ils ont importé des problèmes exogènes à la France, dont la France n'avait pas besoin. Et donc, comme ils sont tout à fait hors du système, ils intimident le système. Ils l'asservissent par toute une série de méthodologies d'outsiders, ce que j'appelle les armes du faible. Un peu de ruse, un peu de violence, un peu de mauvaise foi, un peu d'intersectionnalité, et tout ça. Et on finit par y arriver. Ben, j'appelle, moi, la droite à s'inspirer, pas des islamistes, et prenons des gens plus honorables, peut-être Che Guevara, ou Podemos surtout. Che Guevara, bon, honorable, je ne sais pas, mais Podemos en Espagne. Inspirons-nous de ces gens-là qui ont fait le deuil du système, parce que les gens de Podemos, ce n'est pas des Pablo Iglesias, Inigo Errejón, ce n'est pas des fils d'ouvriers, ce sont des gens de la classe moyenne. Mais ils ont fait le deuil. Trotsky et Lénine, dans les années 1917, 1920, 1930, bon, ils ont fait le deuil de leur milieu d'origine, parce que c'est plutôt des gens de la bourgeoisie russe, tsariste, et ils ont attaqué le système par en dehors. De toute façon, on ne peut pas gagner contre le système progressiste en appliquant les règles du jeu à la régulière. On ne peut pas gagner contre les progressistes à la régulière. Il faut jouer avec les règles du jeu de la guérilla, c'est-à-dire de l'insurgé. Voilà, ça ma conclusion aux gens de droite, c'est, je sais que c'est dur pour vous, mais coupez le cordon ombilical du système, mentalement bien entendu. Admettez que vous avez tout perdu, admettez que vous êtes hors du système, que le système vous a expulsé, tournez le dos un peu à d'où vous venez, à vos origines, et vous allez voir, vous allez reconquérir le système et être à nouveau au cours du recteur pour réécrire les règles du jeu. Je vous souhaite tout le succès possible, croyez-moi. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à appuyer sur like pour convaincre l'algorithme de YouTube de me diffuser. Inscrivez-vous au canal si ce n'est pas fait. Surtout partagez cette vidéo. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.